Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard Social sur Equinox Télévision. De plus en plus, des enfants naissent avec des maladies qui dépassent parfois l'entendement de leurs géniteurs. C'est généralement au bout de quelques temps que le constat est fait et là, les complications sont déjà perceptibles. Et voyez-vous, ce soir, donc, nous avons choisi quelques cas pour vous les présenter et comprendre quelles sont les causes véritables de leur pathologie à travers les explications de nos différents experts qui seront avec nous sur ce plateau. Une fois encore, bonsoir et bienvenue sur Regard Social. Ce soir, deux exemples, deux pathologies pour plusieurs raisons que vous aurez donc à suivre à travers les témoignages des parents de ces différents cas, de ces enfants malades qui aujourd'hui ont donc des complications aussi graves et à travers notamment vos gestes, ces enfants pourraient certainement retrouver le goût de la vie, c'est-à-dire la santé, la bonne santé. Avec nous, Monsieur Mvondo André, bonsoir. Bonsoir monsieur. Voilà, nous avons réservé cette distance pour respecter justement la distanciation entre les personnes, comme ça se dit et comme ça devrait l'être, parce que avec la pandémie qui sévit, raison pour laquelle vous êtes à une certaine distance de moi ce soir. Vous êtes le papa de Ebodé Alain, qui est âgé de 10 ans pratiquement aujourd'hui, et qui est malade depuis 4 ans pratiquement. Oui. Oui. C'est pour ça que vous êtes venu à Regard Social. C'est pour cela que je suis là ce soir. D'accord. Vous allez nous expliquer de quoi il souffre et qu'est-ce qui s'est passé, comment vous vivez avec lui. Il est à vos côtés, dans un état très affaibli. On le comprendra tout à l'heure. Et avec vous également sur ce plateau, Madame Zainabou Aoudou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes maman de 2 enfants. Votre fille aînée débute la maladie à l'âge de 3 ans. De quoi elle souffrait, vous allez nous dire également dans un instant. Le temps pour nous de comprendre et d'écouter Mvondo André, qui est avec son fils sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Alain? Merci. Alain, un matin, il s'est levé en boitant. Bon, quant à moi, j'ai cru que Alain jouait avec ses amis à l'école et peut-être il a dû frapper le pied quelque part. Malheureusement, il m'a dit non, papa, c'est pas ça. Je n'ai pas joué, personne ne m'a bouté. Bon, qu'à cela ne tienne, il est parti à l'école ce jour-là. Il est rentré le soir, on a juste fait un massage avec l'eau chaude et puis avec un peu une hébreu généralement que nous appelons le médecin au village. Bon. Je voudrais rappeler que vous êtes à Bankomo. Je suis en Bankomo, c'est à l'entrée de la ville de Yaoundé. Oui, voilà. Dans un village au nom de Lumdende. Et Lumdende. Oui. Oui. Donc, derrière le lycée de Bankomo. Alors là, bon, c'est comme ça que la maladie a commencé. Et Bodé, il allait donc à l'école. Une semaine plus tard, il revenait. Ça dit, ça n'allait pas. Papa, le pied là me fait encore mal. Après, ça a pris un peu de l'habitude. J'ai dit non. À côté de la douleur, rien n'était apparent. À côté de la douleur, c'est-à-dire il n'y avait pas de symptômes, il n'y avait rien qui présentait vraiment. Bon, j'ai demandé à sa maman de l'amener à l'hôpital. Sa maman l'a amené à l'hôpital de Biémassi. Et ça, c'est après combien de temps? Ça, c'était déjà peut-être après 4 mois. Parce que là, il n'y avait rien qui présentait, il n'y avait pas de signe qui présentait sur son pied. Mais il criait, et bon, après, il allait à l'école, il faisait même 1-2 semaines sans toutefois crier. Et puis, ça passait, moi, bon, mais sans tous savoir que c'était un coup de poignard. Alcoolisé, c'est-à-dire on embaumait l'alcool dans le massage humide. Oui, c'est-à-dire dans le coton, avec du coton.
C'est-à-dire, bon, il y avait aussi des ordonnances que je payais comme ça, simplement. Et puis, bon, ça passait légèrement. Et puis, quelques mois plus tard, ça reprenait. Jusqu'à ce que nous sommes allés au stade, nous sommes allés même à presque 1 an. En 2017, je pense bien. En 2017, c'est là où j'ai dit non, ça ne peut pas aller comme ça. On a commencé, on a fait la première radio qui ne présentait rien. Oui. D'accord, expliquez-nous, on a eu le temps de regarder. Et puis, ça ne présentait rien. On a fait des échographies, rien. Bon. Au fil du temps, l'enfant ne faisait que crier, crier. À un moment donné, c'est là le pied a commencé à enfler légèrement. Enfler. Et puis, tout d'un coup, ça a pris de l'ampleur. Ok, là, je suis parti à l'hôpital de Mbalmayo. Arrivé à l'hôpital de Mbalmayo. Alors, jusque-là, on ne vous avait pas encore expliqué de quoi il est question. On n'avait pas encore expliqué. Oui. Mais à l'hôpital de Mbalmayo, le docteur Baya, quelque chose comme ça, il a examiné, il a regardé. Entre-temps, en passant, parce que, franchement, vous allez m'excuser, il y avait ici, là, une petite bosse qui était sortie, qui avait pris aussi de l'ampleur. Vous regardez le front, doucement, allez, de ce côté, oui, et puis ça avait fermé totalement son nez jusqu'ici à la joue. Ce n'était pas la joie. Personne ne pouvait le regarder ainsi. Nous sommes allés et puis le médecin de Mbalmayo a examiné. Il a demandé qu'on fasse une biopsie. Lorsqu'il a donc fait cette biopsie-là, il m'a demandé d'aller au centre Pasteur. Je suis allé au centre Pasteur faire cet examen-là puisqu'il avait fait un prélèvement que je suis parti avec. 2 semaines plus tard, le résultat, je suis parti chercher les résultats. Et puis, lorsque je suis rentré remettre ces résultats au docteur, lorsqu'il a ouvert, il s'est accroupi sur son bureau. Sur son bureau, en frappant son stylo sur la table. Il dit, c'est pas possible. Bon, moi, je ne comprenais rien. Il me dit, c'est pas vrai, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Bon, je ne comprenais rien. Il m'a dit, bon, qu'à cela ne tienne, vous allez repartir faire la radio. Sur place, j'ai refait la radio. On m'a donné, il a regardé, il a examiné. Et puis, on m'a aussi envoyé aussitôt faire, au niveau du front, faire le scanner. Le scanner. Bon, je suis arrivé, j'ai trouvé un médecin chinois qui n'avait même pas le courage de regarder l'enfant en tant que médecin de son état. Mais il y avait un autre médecin noir qui m'a dit, courage, vas-y, je vais faire un mot. Vous allez partir maintenant à Génico. Vous allez rencontrer le médecin. Oui, un autre médecin, oui. Oui. Aussitôt, je suis parti de là. Je me suis rendu à Génico. Génico, on a tout fait, les examens et tout. Elle a demandé un scanner très urgent au niveau du front. Maintenant, en ce qui concerne le pied, elle a dit ce que je peux vous dire maintenant là, parce que ce qui est sur son front est relatif à ce qui est sur son pied. Et alors, vous allez partir, je vous envoie maintenant à l'hôpital général. Nous sommes partis à l'hôpital général.
arrivé à l'hôpital général. Je ne connais pas assez de services. Bon, dans ces services-là... Oui, vous êtes quand même allé là-bas, oui, de toute façon. Nous sommes partis là-bas. Et puis, les médecins se sont exclamés. Ils ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Un enfant avec des vieilles personnes, nous ne pouvons pas les mélanger. Qu'est-ce que nous allons faire? Cet enfant, nous allons l'envoyer à la fondation. Aussitôt, un médecin a pris son téléphone, appelé à la fondation le docteur Pondi. À partir de là, il dit il y a un cas urgent. Le docteur Pondi, à l'instant, était en congé. Il dit non, voilà un cas urgent que je vous envoie à l'instant même. Le docteur Pondi a demandé qu'on aille à la fondation et que dans les heures qui arrivaient, dans les minutes qui arrivaient, nous allons nous rencontrer là-bas. Et puis, je suis arrivé avant le docteur Pondi. Lorsque le docteur Pondi est arrivé, je suis allé vers elle. Vraiment, ce n'était pas la joie pour elle. On vous entend à peine. Ce n'était pas la joie pour elle. Elle appelait un médecin au nom de Madame Bilo. Madame Bilo est venue, elle l'a demandé, puisque Madame Pondi était le chef service. Oui, parlons de ce cas. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qu'on a trouvé? À quel moment on vous a donné le nom de la maladie? C'est quand j'arrive donc à la fondation, et puis maintenant, avec les résultats de la première biopsie, c'est là on me parle donc du sarcome d'Ewing, c'est ça. Sarcome d'Ewing. Sarcome d'Ewing, c'est tout ce sarcome d'Ewing. Bon, j'ai demandé à Madame Bilo qu'est-ce que c'est le sarcome d'Ewing. Elle m'a fait comprendre que c'était un cancer et que c'était des cas trop rares ici chez nous et qu'elles n'ont même jamais eu des cas pareils et que c'était peut-être le premier cas pour eux. Mais est-ce que sa prise en charge a donc débuté à cet instant? Là, à la fondation, qu'est-ce qu'on m'a fait comprendre? On m'a fait comprendre que moi-même j'étais responsable de la prise en charge. Pourquoi? Parce que la maladie était déjà à une phase, plus de la phase tertiaire. Donc, il fallait que moi-même je m'en occupe. Si c'était à la première phase, à la seconde phase, la fondation pouvait s'en occuper, prendre charge de la maladie. À partir de là, c'est là où le calvaire a commencé sur moi. Parce que là, j'ai fait 1 mois à la fondation. Il n'y avait que des petits, c'est-à-dire pour soutenir l'enfant, le traitement n'avait pas commencé. Examen sur examen, chaque jour, 2 ou 3, 4. Et tout ceci était payant au centre Pasteur. Et à chaque fois, bon, maintenant, on a commencé à faire des chimios. Et la chimio, le coût d'une chimio allait à plus de 800 000 francs. Et on m'a dit pour un premier temps que on va faire 6 chimios. 6 chimios, oui. Alors, et après tout ce temps, vous avez pu réaliser combien? Une seule, 2, 3? Lorsque nous étions à la phase de la fondation, Chantal Biya, quand nous étions là, j'avais plus de 4 millions de francs pour la construction de ma maison. Oui, parce que je suis dans une maison trop délabrée. L'argent que je cotisais, au fur et à mesure que j'ai cotisé pendant des années pour pouvoir me construire une maison, j'avais cet argent-là posé parce que je me disais qu'il me fallait sensiblement même 200 000 pour atteindre le cap même de 5 millions afin de lancer mes travaux. Cet argent est parti d'un trait. Là, je suis resté même pas un radis. Je ne peux pas vous dire des prêts que j'ai faits. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, je paye encore.
je paye et je suis même dans les sérieux problèmes avec des gens chez qui j'ai fait des prêts. Oui, parce que, un exemple, vendredi, un monsieur m'a appelé, oui, monsieur Idriss. Il m'appelle et me dit, tu m'as déjà assez tourné pour mon argent. Il faut que tu me remènes mon argent. Je lui dois 300 000 francs parce que je lui devais 700 000. J'ai essayé de cafouiller, bon, et son argent restait 300 000 depuis. Et jusque-là, la situation de l'enfant ne change pas. Il est venu, malgré tout ce que vous avez dépensé. Oui, il est venu ce jour et je lui ai fait comprendre de venir dimanche chercher cet argent parce que j'étais dépassé. Je ne savais pas quoi lui dire. Et lorsqu'il est arrivé, je l'ai amené là où l'enfant est souvent couché au salon, oui, sur un matelas. Lorsqu'il a vu ça, lui-même il a coulé les larmes, il a tourné son dos. Et je vous assure que c'est à partir de ce moment, c'est-à-dire c'est pas la joie chez moi, c'est pas la joie. Même manger, ce n'est pas facile. Comment est son quotidien? Il se tord de douleur? Il est Comme vous voyez, là où maintenant, il ne fait, c'est-à-dire il joue au dur parce que c'est un vaillant garçon. Franchement, il est trop vaillant. Il joue au dur. Là, vous voyez, c'est-à-dire la façon dont il a assis là, il se tord de douleur. C'est-à-dire à chaque seconde, il ne dort pratiquement pas. Il ne dort pas. Oui, il ne dort pas. Il ne dort pas. D'accord. Et je vous assure, quand je parle au niveau des dépenses, je ne peux pas vous dire les montants que les personnes de bonne volonté sont venues en aide. C'est-à-dire ceux qui me connaissent, et parfois quand avec des photos que je marchais avec, quand je croisais, quand je présente peut-être à l'un de mes amis, ou bien si quelqu'un a coûté, je ne peux pas compter tout ça. Ok. Nous allons revenir à vous dans un instant. Alors, Zainabou, votre enfant naît et c'est quelques temps après que vous constatez qu'elle est malade. Votre premier enfant, c'était une fille. Et c'est une fille en fait. Oui. C'était quoi la maladie? Elle avait commencé une nuit à 22 heures que maman, mes oreilles me font mal. Que j'ai dit quoi? Que les oreilles lui font mal, c'est ça? Oui. Comme on était au nord chez son grand-père, je suis sortie dans la nuit. J'ai toqué la porte de son grand-père. J'ai dit, comme tu vois, l'enfant là souffre, l'oreille lui fait mal. Il vient maintenant, il cherche un remède traditionnel, il me donne qu'il met dans les oreilles de l'enfant. Ça va calmer un peu. J'ai mis l'enfant à pleurer plus d'1 heure du temps. Après, l'enfant s'est calmé, elle s'est endormie. Le lendemain, encore, l'enfant a recommencé. Comme son père était ici à Douala, j'ai dit à son père me dit que j'ai patienté d'abord un peu. Il m'envoie l'argent, qu'il pas regarder un docteur avec. Au fur et à mesure, l'enfant, chaque la nuit, l'enfant me dérangeait seulement, on ne dort pas la nuit. Elle disait qu'elle a mal aux oreilles. La nuit, la petite fait seulement comme ça, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Dès que tu laisses de faire, elle commence à pleurer. On est quitté de Marois, on est venu à Garoua. Son père m'a envoyé l'argent. Je suis partie regarder un médecin là-bas, à l'hôpital central. On est parti là-bas, il a fait les examens là-bas. Il n'a rien dit, il m'a seulement prescrit les médicaments et suis parti acheter et donner à l'enfant. Aujourd'hui, elle ne dérange pas, demain, elle me dérange un peu. Jusqu'à on est quitté Garoua, on est rentré en Gaoundéré. L'enfant devenait tout pâle, elle devenait brune seulement. Moi, je ne connaissais rien parce que... L'enfant avait quel teint au départ? 3 ans. Non, quel teint? Noire. Elle était noire? Oui. Oui. Après, elle a changé. Oui, elle devenait de brune. On est rentré ici avec elle à Douala. Il y avait un de mes voisins qui m'a dit que peut-être ton enfant là n'a pas le sang. Il faut aller à l'hôpital avec l'enfant. L'enfant a commencé la nuit là. Son ventre très chaud jusqu'à les pieds étaient glacés. On est parti dans un centre de santé. On me prescrit les médicaments que j'achète, les fer.
l'enfant boit, ça ne change rien sur l'enfant. J'ai dit à son père qu'on amène l'enfant à la Quintini. Son père me dit qu'il n'a pas l'argent pour qu'on amène l'enfant à la Quintini parce que la Quintini est trop chère. On est resté avec l'enfant jusqu'à 3 jours là-bas. On est rentré à la maison. À 1h, ça n'allait pas. L'enfant s'est évanoui. Elle ne respirait pas bien. On a pris l'enfant, on est parti à Bingo. Bingo a demandé qu'on donne la caution de 200 000 d'abord. On a dit qu'on attend. Le matin, on va nous envoyer l'argent. Est-ce qu'on vous avait déjà dit de quoi il souffrait? Non, là-bas on a dit seulement on donne les fers à l'enfant. L'enfant boit pour que le sang remonte un peu. On prend le sang sur l'enfant pour faire des examens parce qu'elle n'avait même pas le sang. Donc elle était anémie? Oui, elle était anémie sévère. On est parti à Bingo. Bingo nous a demandé qu'on donne la caution de 200 000. On a dit qu'on n'a pas l'argent maintenant. Le matin à 6 h, on peut donner l'argent. On a dit non. Parce qu'il faut le sang sur l'enfant, là. Nous sommes partis à dispensaire de Newpel. Ils ont dit que non. Ça là c'est pour la Quintini. On est parti à la Quintini avec l'enfant. Dès qu'on a pris l'enfant, les docteurs là, ils étaient fâchés. Ils nous ont grondé là-bas jusqu'à on a pris l'enfant. Et pourquoi? Parce que l'enfant là, elle était déjà évanouie. Elle n'arrivait même pas à bien respirer. Elle forçait seulement pour respirer. Elle était déjà pâle. Elle voulait déjà partir. On a mis l'oxygène sur l'enfant. On est parti à la banque du sang. On a mis le sang sur l'enfant. On a mis tous les appareils sur l'enfant. Il y avait même 4 médecins sur elle ou 5 comme ça, sur l'enfant. Dès qu'elle commence à fermer les yeux, on l'a tapée pour qu'elle ne ferme pas les yeux. On dit que si elle ferme les yeux, elle peut partir comme ça. On a fait à l'hôpital 1 mois. On est rentré à la maison. On a dépensé plus de 500 000 avant de rentrer à la maison. On est rentré à la maison 1 semaine, on voit l'enfant encore. Elle est déjà pâle, le sang est fini sur l'enfant. On avait mis 2 poches de sang. Arrivé à la maison avec 1 semaine, l'enfant est déjà pâle. J'ai dit à son père qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Son père me dit qu'on vient de sortir à l'hôpital, je n'ai même pas l'argent comme tu me vois. J'ai dit la Quintini là, même si tu n'as pas l'argent maintenant, on prend les premiers soins. Après tu viens donner l'argent. Il a refusé, j'ai porté seulement mon enfant au dos. On est parti avec l'enfant à l'hôpital. Jusqu'à 15 h, j'ai appelé mon père. J'ai dit, comme tu vois, l'enfant là, ça ne va pas. Et on est à l'hôpital avec l'enfant. Mon père a dit, on fait comment maintenant? Il dit, l'argent descend d'abord qu'on demande. Oui. Combien de fois on lui a fait une transfusion sanguine? Plein de fois. Plusieurs fois? Oui. On a mis mon père m'a envoyé 25 000 francs. J'ai fait les premiers soins avant que son père arrive. Est-ce que jusque-là, on vous a dit de quoi l'enfant souffrait? Non, pas encore. On n'a pas pu faire les examens? Oui, on faisait les examens. On regardait seulement le globule rouge. Peut-être on est venu la première fois à l'hôpital avec elle, elle était à 1,6 g. La deuxième fois, elle était à 3,5 g. On a mis le sang sur l'enfant, on a dit qu'il faut faire l'échographie parce que l'enfant criait que le ventre la faisait mal. Il faut faire l'échographie. Son père a dit qu'il n'y a pas l'argent. Peut-être c'est les mystiques. Il faut qu'on parte au village, on peut soigner l'enfant. On a resté là-bas à l'hôpital encore 3 semaines. On est rentré à la maison. J'ai fait 1 semaine. La deuxième semaine, je vois l'enfant commence à changer. Elle devient pâle. Les pieds là deviennent blancs. Les yeux là, tout sur elle devient blanc. Son père me donne l'argent que je n'ai pas en Ngaoundéré. Comme l'hôpital là-bas n'est pas cher comme ici à Douala. On est parti avec elle en Ngaoundéré. On donnait les remèdes traditionnels à l'enfant. Ça allait un peu, l'enfant joue un peu, mais la nuit là, les pieds là étaient glacés, mais la tête chauffe. On prend l'enfant, on amène à l'hôpital, on met encore 2 poches de sang. On rentre à la maison. On a fait 1 mois avec l'enfant à la maison encore. L'enfant a encore rechuté. Alors, vous m'aviez dit hors antenne que c'était des moments difficiles pour vous. Oui. Votre mari a presque vendu jusqu'au lit
Oui, il a tout vendu le carrément, terrain pour et le chercher de moto. l'argent. Oui, Oui. pour soigner l'enfant. Pour soigner l'enfant. Parce qu'on est parti en Gaoundéré, ils nous ont renvoyés ici encore à Douala, à l'hôpital général. Et l'hôpital général n'est pas facile. À chaque fois qu'on partait à l'hôpital général, on demandait les examens. Et chaque semaine, on partait 2 fois à l'hôpital. Les 2 fois là, on nous donnait les examens beaucoup. Il y a les semaines qu'on nous donne 100 000. Et mon père m'envoyait même 25 000 pour m'aider. De tous ces examens que vous avez effectués, on ne vous a pas dit? Jusqu'au dernier moment. Oui, au dernier moment, qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit qu'elle a la maladie des moelles osseuses. Le moelle, son moelle est... Oui, la maladie des moelles? Oui. De la moelle osseuse? Oui. Oui. C'est un hématologue qui m'a dit ça là-bas à l'hôpital parce qu'on a déjà trop souffert. Et elle a demandé qu'on fait les examens pour le moelle osseuse. On voit si c'est sa moelle qui est malade. On a fait les examens, on est sorti, on est parti là-bas. C'était un jeudi. Alors, votre mari est un débrouillard? Oui, c'est un benziquinaire. Un conducteur de moto. Oui. C'est cet argent qu'il a pu utiliser pour la prise en charge de votre enfant. Et vous-même, vous... restez à chercher la solution à l'enfant, vous n'avez pas pu? Oui. Ce sont mes familles qui m'ont aidé un peu des fois. Quand on part à l'hôpital général, quand on part avec l'enfant, on fait les examens là-bas et un poche de sang là-bas, on dit c'est 150 000. Comme on n'a pas le moyen de payer 150 000, un poche de sang, et il faut, chaque fois quand l'enfant rechute, il faut 2 poches de sang. Quand on n'a pas l'argent comme ça, l'hématologue nous prescrivait, nous donnait un lettre, on part à garnison militaire. Comme là-bas, un poche de sang c'est 25 000. On achète 2 poches, on fait avec les soins, on donne aux infirmiers même 5 000 là-bas. On rentre à la maison. Après 1 semaine ou 2 semaines, l'enfant rechute encore, on revient à l'hôpital. On venait seulement maintenant, on prend le sang. Dès que le sang finit, on rentre à la maison. Parce que c'est devenu des habitudes. Oui, de temps en temps. Oui, chaque jour, l'enfant devient pâle seulement. Elle joue aujourd'hui, demain tu la vois, elle n'arrive même pas à marcher. Il faut que tu la portes, il faut que tu la nourris, elle n'arrive même pas à manger. Tout cela, ce n'est pas facile. Alors, et après toute cette souffrance, l'enfant est décédé? Oui, l'enfant est décédé. On était parti avec l'enfant un jeudi à l'hôpital général. On avait trouvé qu'il y avait plein de monde et l'hématologue nous a dit qu'elle avait une réunion, qu'on revient à 15 h. Et l'enfant là elle était pâle. On n'avait pas l'argent, même le jour-là, pour mettre le sang. Son père avait fait une cotisation de 25 000 francs. Il devait bouffer. Parce qu'à chaque fois qu'il bouffait la cotisation, l'enfant rechutait. On était parti à garnison. On a mis le sang. L'enfant a commencé à tousser. J'ai demandé au médecin, qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Dès qu'on a mis le sang sur l'enfant, mon enfant commence à tousser. Dès qu'elle se couche, elle n'arrive même pas à respirer. Le matin, on nous a dit que ici, vous ne faites pas l'examen. Ici, là, vous venez seulement pour prendre du sang. Mais demain matin, comme c'est lundi, vous partez à l'hôpital général, vous partez regarder son médecin là-bas. Il va vous prescrire le médicament que vous pouvez donner à l'enfant parce que nous, ici, on ne peut pas. Le matin, on part avec l'enfant. J'appelle son docteur me dit que le jour-là, elle n'était pas venue. En rentrant, on rentre à la maison, on passe, l'enfant commence à s'évanouir. On dit qu'on sort avec l'enfant pour amener l'enfant à l'hôpital. On part à l'hôpital général. Et à quel moment l'enfant rend l'âme? C'est à ce moment qu'on sortait avec l'enfant pour ramener encore l'enfant parce qu'on a déjà mis le sang la nuit. L'enfant, en rentrant, on est rentré avec l'enfant à la maison. En sortant encore,
pour rentrer à l'hôpital général. Comme on habite loin, on habite vers derrière ça. Ok. En sortant de ce quartier, que l'enfant est décédé. Et ce n'était pas facile pour moi du tout. Puisqu'elle était ma première fille. Vous avez du mal à oublier tous ces moments-là? Non. Il vous arrive de pleurer de temps en temps? Oui. Dès que je pense à elle et les souffrances qu'on a souffert avec elle, je commence à pleurer seulement chaque temps. Saisissez-vous, vous êtes un regard social et les hommes de bonne volonté vous suivent en ce moment et pourront certainement faire le geste comme ils en ont l'habitude, puisque vous ne faites rien, votre mari également, il n'a que sa moto pour vous faire vivre au quotidien. Mais vous avez pu avoir un autre enfant quand même? Non, c'est seulement sa sœur. Elle avait laissé une petite sœur. Ok. Oui. Difficile de vivre cette situation également. Alors, Mvondo André, vous êtes venu à Regard Social avec votre fils qui est aujourd'hui carrément affalé. Vous avez évoqué la douleur qui se dégage au niveau de ses bourses. Là, il est là, au niveau des bourses, c'est-à-dire son sexe, tout est rentré. C'est comme s'il n'avait plus de sexe. Pour porter cet enfant, mais ce n'est pas tant du bas pour ici. Il criait tout au long du trajet. Donc le quotidien n'est pas facile avec lui. Le Est-ce qu'il parvient à manger? Manger, il ne boit qu'un peu de lait. Oui. Ou parfois, il demande, il a l'envie de manger, mais il ne mange pas. Le quotidien, sa maman ne va même plus au champ. Oui. Ne va plus au champ. Et vous faites quoi comme activité? Moi-même, je vais aussi au champ. Mes activités, je fais les activités champêtres. Oui, juste pour survivre. Donc, il arrive par moment, je me lève même un matin comme ça. Je vais au champ, je n'ai même pas le courage de travailler. Sa maman ne bouge même pas parce qu'elle ne peut même pas bouger d'un seul pouce. Oui. Parfois, elle passe toute la journée au salon, elle n'arrive même pas à la cuisine parce qu'elle ne peut même pas supporter. Il faut tourner, il faut faire ceci, et c'est comme ça qu'il crie. Oui, tantôt les mains, il faut, comme tout à l'heure là, il demandait de masser ses orteils. Tantôt il dit les épaules, ça ne va pas. Je comprends, c'est-à-dire, vraiment, c'est dur, c'est difficile à expliquer. Et il faut vraiment vivre cela en direct pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, et là, vous êtes venu à Regard Social pour qu'on le prenne en charge, pour que les hommes de bonne volonté vous accompagnent dans cette prise en charge. Oui. Vous allez vous adresser au grand public pour regarder cette caméra? Oui, ce soir, je me suis rendu ici sur ce plateau pour demander aux hommes de bonne volonté que ici, ce n'est pas la radio, ici, c'est la télévision. À la radio, on vous explique sans toutefois voir. Vous-même, regardez. Ce n'est plus quelque chose que je vous envoie la nouvelle. Regardez, regardez un enfant à presque 10 ans. Regardez son état. Et je demande donc aux hommes de bonne volonté, je demande aux médecins qui peuvent faire quelque chose pour cet enfant, qu'ils se prononcent, aux hommes de bonne volonté pour pouvoir venir en aide pour cet enfant. Je pense qu'il est encore trop jeune, trop bébé. Et c'est son avenir qui est en jeu. Je ne sais trop quoi vous dire. Vous-même regardez son état. Regardez son état. Vous ne pouvez pas passer une seule journée avec cet enfant. Vous ne pouvez pas. Là, je suis là, j'ai tout un plastique avec des chômages. Regardez à peu près. Vous-même,
Regardez, quand je parle, regardez un être humain. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Est-ce que c'est vraiment un être humain, ça? Il ne parvient pas à marcher. Il ne marche pas. Se tourner au lit, il ne tourne pas. Il faudrait que c'est sa maman qui fasse ce mouvement-là à tout moment. Elle ne dort pas. Mon épouse ne dort pas. D'accord. Vous êtes à Regard Social. Il y a plein d'espoir également qui est pour vous permettre de retrouver le sourire. Sans doute que ceux qui vous regardent en ce moment vont réagir. Zainabou, Oudou, vous avez également un message à envoyer à ceux qui vous regardent aussi? Vous voulez faire quelque chose? Vous voulez qu'un psychologue s'occupe de vous et de votre mari parce que vous n'arrivez pas à vous accorder de temps en temps, chaque fois que vous pensez à votre enfant qui est décédé après plusieurs années de souffrance? À chaque fois que je pense à mon enfant, je pleure seulement. Il y a des fois qui m'arrivent, même je ne dors pas bien, je pense seulement à mon enfant. Et ça fait trop mal, parce que j'ai souffert avec mon enfant trop. Votre premier enfant? Oui. Trop même. La nuit, tu n'as pas à dormir avec l'enfant. L'enfant te dit, maman, l'oreille me fait mal, et elle crie. Elle passe toute la journée à pleurer. Tous les enfants, tu vois, des enfants sortent pour jouer, elle n'arrive même pas à jouer. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pour vous, ou bien pour votre mari? À lui donner un emploi stable. Ce qui peut bien travailler pour qu'il s'occupe bien de moi et mon enfant. C'est Le ça. second ou le deuxième enfant que vous avez eu? Oui, le second. Oui, c'est ça que je souhaite aujourd'hui au Regard Social. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez un regard, je voudrais dire, des yeux larmoyants parce que c'est une douleur que vous traînez depuis la disparition de votre enfant il n'y a pas longtemps, après avoir passé plusieurs mois, plusieurs années même, à chercher à retrouver la santé de votre enfant. Impossible, mais Dieu l'a rappelé. Merci à vous également, M. Mvondo. Vous pouvez garder espoir puisque vous êtes à Regard Social. Les téléspectateurs vont sans doute réagir à vos multiples doléances. Alors, il a une jambe plus costaude que l'autre. C'est un moment difficile pour cette famille qui a seulement cet enfant, ce qui il pouvait compter, mais à l'âge de 4 ans, sa vie a basculé, à la suite notamment de ce qu'on a pu découvrir. Comment est-ce que cette famille vit? Dans quelles conditions cette famille vit en Bankomo? C'est dans une banlieue de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Vous aurez l'occasion de vivre dans ce reportage qui a été réalisé avec Aïe Cyril et bien entendu toute l'équipe technique de Yaoundé, vous permettant justement de regarder cette situation, ces moments difficiles de sa maman et de son père aussi qui se battent au quotidien pour trouver la solution, mais jusque-là, pas de véritable solution. Je vous invite justement à suivre ce grand reportage qui a été réalisé dans l'environnement immédiat de cette famille. Et juste après, nous allons retrouver nos experts. Quatre ans, je pense très bien, c'est une bonne mémoire. Un matin, il s'est levé en boitant. Bon, quant à moi, j'ai pris ça comme si il était tombé à l'école et il s'est tué. Il n'a dit à personne. Bon, lorsque je lui ai posé la question pourquoi tu bois, il m'a fait comprendre que non, papa, je sens mal au pied. Tu sens mal comment? J'ai regardé le pied, je n'ai rien vu. Il est parti à l'école, j'ai juste pris une bombe là, j'ai massé là. Et puis maintenant, peut-être 2 jours plus tard, parce qu'il ne criait plus, il est toujours encore revenu, dit que le pied lui faisait mal.
le pied te fait mal, tu es tombé, il dit non. Tu jouais et qui t'a fait mal au pied, il dit non. Ça fait seulement mal comme ça. En bref, il faisait une semaine tantôt. Un jour, alors, j'ai donc demandé à sa maman de l'amener à l'hôpital pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'il fait une semaine, il va à l'école, il ne boite pas. Après quelques jours, il se remet seul. Bon, il faut savoir exactement. Et voilà le quotidien de Max et Alain et ses parents. Vous avez constaté que tous sont malades finalement, parce que la maladie a entraîné également d'autres personnes, le père, la mère et même les membres de la famille qui sont sans voix jusqu'ici. Il faut trouver la solution à cette pathologie qui traumatise le quotidien de cette famille, surtout de cet enfant. Et pour comprendre peut-être de quoi il est véritablement question, nous avons sur ce plateau des spécialistes et même des médecins qui vont nous apporter quelques propositions de solutions au sortir de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour remédier à la situation qui traumatise Max et bien sûr cette dame qui était également avec nous sur ce plateau il y a quelques instants, Armand Api. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Ndongo. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Oui, je rappelle que vous êtes psychologue et que chaque fois qu'on a évoqué un cas de pathologie peut-être un peu rare, vous êtes, je ne vais pas dire précipité à venir, mais vous avez accepté d'être là pour partager avec ces patients, ces personnes qui sont en détresse, parce qu'il faut les remonter. Oui, effectivement, face à des pathologies compliquées, face à des pathologies spectaculaires, il y a évidemment un gros impact sur le plan psychologique et émotionnel et naturellement un impact sur l'entourage social et familial. Donc il serait bien, dans tout protocole de traitement, de prise en charge, de penser à ce volet aussi. Parce que une personne ou bien un entourage familial équilibré sur cet aspect-là, ben, ceux-là peuvent être plus disponibles, plus disposés à accompagner l'enfant. Et l'enfant lui-même, l'impact que cela peut avoir sur son fonctionnement en termes de répercussions émotionnelles, en termes de répercussions traumatiques, ben, ça nécessite qu'il y ait un regard un peu plus adapté, plus aguerri sur des questions de santé mentale. D'accord. Vous avez suivi ce reportage qui a été réalisé avec Aïe Cyril, Élisée Bogba et bien entendu Emmanuel Diop et Gelé Sengue. C'était un reportage chef-d'œuvre en tout cas qu'on devrait conserver, regarder de temps en temps pour avoir la raison de susciter ou alors de faire un geste, certainement. Oui, en fait, il faut remarquer que dans le reportage, les intervenants ou bien les spécialistes qui étaient sur le terrain, les experts qui étaient sur le terrain, bien, ils ont pris le temps de balader ou bien de poser des questions pour avoir le plus d'informations possible sur divers aspects de la maladie. Et ça se repère bien dans les différents témoignages, l'impact sur la mère, l'impact sur la famille, la fratrie et la scolarité de l'enfant. Donc c'est véritablement un travail à saluer. Merci. Merci d'être avec nous, d'être venu ce soir sur ce plateau. Dr Yemi Racine, bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir également à tous les téléspectateurs. Vous êtes médecin, c'est de par votre expérience, parce que vous étiez il n'y a pas longtemps encore responsable d'une structure sanitaire, c'est de par cette expérience que nous vous invitons à partager avec les téléspectateurs sur ce cas qui est un cas rare, tel qu'on a entendu de la bouche du papa de cet enfant Alain. Effectivement, Flavien, c'est un cas rare. C'est une maladie rare, le sarcome d'Ewing. En toute honnêteté, durant tout mon cursus académique et même professionnel, je n'ai jamais eu à rencontrer ce genre de cas. Dans la littérature, bien entendu, parce que c'est vraiment une maladie rare. Mais bon,
Comment est-ce que l'on pourrait définir le sarcome d'Erwin? C'est un cancer qui atteint généralement les os et les parties molles. Et c'est une maladie également qui, on la retrouve chez des jeunes enfants, des adolescents, c'est-à-dire à partir, je dirais, 3-4 ans jusqu'à 13 ans, quelques rares fois jusqu'à 35 ans, chez certaines personnes âgées, quoi. Et elle prend beaucoup plus les membres inférieurs. Donc, le tibia, le péroné, le fémur, quoi. Et parfois également le bassin. Elle peut, quelques rares fois, avoir des irradiations, des métastases au niveau du bassin ou alors de la colonne vertébrale et quelques rares fois également à maintenir à une ancienne littérature. Elle peut également prendre quelques membres supérieurs, mais le plus souvent, elle atteint les membres inférieurs. Alors, lorsqu'on écoute le parent, Oui. et on constate également à travers le reportage aussi, que ça n'a pas été facile pour les médecins, peut-être pour le parent lui-même d'abord, à la maison, puisque l'enfant revient des classes en boitant, et on essaye, comme on fait d'habitude, on utilise la méthode de grand-mère, et à l'hôpital, on ne parvient pas à lui dire exactement, c'est après une longue période qu'on finit par découvrir. Je pense que d'abord, il faut tirer un coup de chapeau au confrère qui a pu poser le diagnostic. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une maladie rare. Je pense que c'est, 3 cas sur 1 million en France. 3 cas sur 1 million en France. Il faut également préciser que c'est une maladie qui est rare chez les Africains. On la trouve beaucoup plus chez les Caucasiens, dans la race blanche, quoi. Alors, pour y revenir, naturellement, comme je dis que c'est une maladie rare, l'enfant viendra, j'ai mal au pied, peut-être qu'on va lui faire un pansement alcoolisé, peut-être qu'on va donner un anti-inflammatoire, ou alors la douleur sera logée au site. On va voir peut-être un gonflement, un œdème. Si c'est au niveau du bassin, il y aura une douleur au niveau du bassin. Si c'est au niveau du membre inférieur, c'est au site même, quoi. Donc c'est une douleur qui peut être confondue à, je ne sais pas, bon, je ne dirais pas abcès, mais un gonflement anodin. Et on peut, comme j'ai dit, on peut penser à donner un anti-inflammatoire, on peut penser à faire un pansement alcoolisé, ou d'aucuns pourraient même dire que bon, peut-être qu'il y a un trouble veineux lymphatique. Mais comme je vous dis que c'est une maladie rare, on pourrait commencer de manière symptomatologique. Oui. C'est-à-dire, il y a la douleur là, on cherche à gérer la douleur sur le point circonscrit. Oui, donc on peut comprendre que c'est peut-être parce que c'était chez un adolescent Oui. qui n'a pas pu s'exprimer, dire exactement ou concrètement de quoi il souffre, qu'on a laissé, ou alors on s'est trompé jusqu'à un certain niveau sur les vraies causes même de sa maladie. Dire qu'on s'est trompé, je ne pense pas qu'on puisse le dire, parce que je reviens encore sur le fait que ce soit une maladie rare. Vous comprenez un peu? Bon, si vous avez une toux, d'accord? Nous savons que généralement, c'est quand il y a la toux, ça peut être une bronchite, ça peut être une une tuberculose. Ce sont des choses que nous vivons quotidiennement. Il est difficile, même un infirmier du quartier, quoi, même une personne de digne peut poser le diagnostic. Mais plus c'est une maladie rare, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Et comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui attaque beaucoup plus les enfants. Et au niveau des membres inférieurs. Il faut quand même que le confrère qui a reçu puisse, n'est-ce pas, pousser son imagination, dire s'être trompé. Je ne pense pas trop, mais peut-être que c'est à force de faire les investigations qu'on est arrivé à ce. D'emblée, on ne penserait pas à ça. Non, c'est parce qu'on a essayé une fois, on n'a pas vu, 2 fois on n'a pas vu. Bon, est-ce qu'on peut penser à ceci? C'est une maladie rare, c'est pas une maladie qu'on voit quotidiennement. Est-ce qu'on peut aussi penser à ceci?
Là, on essaie de pousser l'investigation à ce parce qu'on dit que c'est un enfant, peut-être qu'il n'arrive pas, comme vous l'avez dit tantôt, à bien expliquer ce qu'il ressent. Donc, on peut peut-être passer à côté, mais je ne pense pas que c'est parce qu'on s'est sauvé. Non, mais c'est parce que c'est une maladie rare. Très bien. Alors, Armand Api, vous avez vous-même regardé l'environnement dans lequel vit cette famille. Et non seulement ça, c'est un enfant qui a rendu ses parents malades. Donc, on comprend que sur le plan psychologique, c'est toute la famille qui est touchée. Oui, monsieur Ndongo. Lorsqu'on est dans une pathologie, quelle qu'elle soit, il faut toujours prendre en compte tous les aspects possibles qui peuvent se décliner dans cette maladie. Donc, commencer par l'enfant et sa maladie. Après, on va migrer dans son environnement social immédiat pour voir comment est-ce que la problématique que l'enfant présente arrive à affecter cet environnement-là. Et dans cet environnement, on va voir comment ça affecte les activités ou bien le fonctionnement, l'impact psychologique que cela a sur le père et ses activités, sur la mère et ses activités, sur le couple, parce que ça peut arriver même parfois jusqu'à créer dans le couple ce qu'on appelle une conjugopathie, donc un problème de couple. Et maintenant, sur les frères et sœurs, donc la fratrie. Si le parent, par exemple, avec des économies effectuées ou bien avec les dépenses que cela engendre, met l'argent qu'il a prévu pour certaines choses dans le traitement de l'enfant, cela va entraîner également une incapacité pour lui à pouvoir prendre soin des autres enfants. Ce qui va être une source de conflit encore entre lui, le parent, et les autres enfants qui vont se sentir négligés, abandonnés par rapport à cette situation. Donc, lorsque la mère dit que nous sommes tous malades, elle a tout à fait raison. Parce que la situation est difficile et pénible pour elle. Et ça se voit, elle n'arrive pas à dormir. Parce que l'enfant, tout le temps, a besoin de manutention. Il faut le tourner ici, il faut le tourner là-bas, il faut le nourrir. Voilà. Et puis, ça fait que dans ses propres activités elle-même, elle les a mises carrément de côté. Donc, ça veut dire que dans la stratégie d'intervention sur le plan psychologique, naturellement, non seulement on va intervenir auprès de l'enfant, mais aussi auprès de tous les aidants naturels, c'est-à-dire le père, la mère, les frères et les sœurs. Oui. Maintenant, dans la prise en charge, ça ne se limite pas seulement à la famille, parce que même les équipes de prise en charge, le plus souvent, sont sous le choc, parce qu'eux, ils font face à quelque chose de nouveau, de rare. Donc, ça génère un bouleversement dans leur représentation, dans leurs croyances, sur le plan émotionnel, psychologique, comportemental. Et ces équipes ont aussi besoin d'être accompagnées, d'être suivies pour rester de manière générale, focus ou bien adapté par rapport au traitement qui peut être proposé à l'enfant. Le constat est clair, et c'est fait d'ailleurs, puisque le papa lui-même reconnaît, il dit qu'il a quand même eu les économies, l'argent qu'il a gardé pour relooker son environnement, améliorer un peu son cadre de vie. Mais cet argent, il a donné le chiffre, 4 millions et poussière. Cet argent est parti dans la recherche de la solution à la maladie qui traumatise son fils jusqu'ici. Il s'est même encore endetté par la suite. Donc il est doublement ou triplement touché à ce niveau-là. On peut évoquer l'hypothèse ici d'un multitrauma. Donc le trauma dû à la découverte de la différence chez son enfant, qui vient remettre en question d'abord l'idéal que lui, parent, avait pour son enfant. Lorsqu'on a un enfant, on a une vie imaginative ou bien une vie imaginaire avec cet enfant. C'est-à-dire, je souhaiterais qu'il soit ceci, je souhaiterais qu'il soit cela, qu'il soit marié, qu'il ait ci et ça. C'est pour ça qu'on investit sur lui. Mais lorsque on se rend compte que l'enfant a une maladie chronique ou bien que l'enfant a une différence, ça vient remettre en question toute cette construction qu'on avait faite au départ par rapport à l'enfant. Ajouter à ça les autres problèmes d'ordre sociaux
et économiques que cela engendre. Donc ça veut dire que le parent se trouve multi-affecté, permettez-moi l'expression, par rapport à la situation. Donc ça veut dire qu'il faudrait ici non seulement s'intéresser à l'enfant, mais aussi porter une attention fine sur les parents. Sinon, après, eux-mêmes peuvent ne pas se rendre disponibles pour pouvoir véritablement participer au programme de soins proposé à l'enfant. Et ça peut déboucher sur un abandon, par exemple, sur une maltraitance. L'enfant n'a rien fait et puis on trouve quand même qu'il est capricieux parce qu'il demande telle chose et après il demande autre chose et tout. Ou alors, déboucher sur une forme de surprotection. Ça veut dire qu'on conçoit l'enfant comme étant quelqu'un qui ne peut absolument rien faire sur le coup. Donc, il faut à tout prix être disponible et tout faire pour lui. Donc ça, ce sont les moyens, bien ce sont les éléments qui permettent de nous rendre compte que cette situation a affecté de différentes façons ou bien voilà, le parent. D'accord. Alors, vous voulez intervenir sur le plan psychologique ou alors, c'est pour nous dire, puisqu'on veut comprendre un peu d'où peut partir cette maladie. C'est un cancer, certes. Ouais. Elle part d'où? Difficile à dire, Flavien. Je ne voudrais pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Hein. Mais comme je l'ai dit, c'est un cancer. Vous allez me poser la question, comment nous savons que le cancer, c'est quoi? Je parlais terre à terre, ce sont des cellules anormales qui se développent, n'est-ce pas, dans un organisme, quoi. C'est vrai que ce n'est pas une maladie qui soit héréditaire, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai pas encore, même dans la littérature, je n'ai pas encore vu, on va dire ça, comment est-ce que cette maladie se développe, quelle est, n'est-ce pas, l'origine de la maladie. Alors, Api était en train de développer un volet. Vous avez souhaité dire quelque chose? Oh, pas tout à fait, mais en fait, je voulais, si je puis ajouter, je ne suis pas psychologue ni sociologue, mais je me dis, nous sommes des Bantous. Hein, nous sommes des Bantous. Et lorsque nous avons un proche qui soit malade, il y a toujours une tendance affective, n'est-ce pas, que nous apportons vis-à-vis de ce dernier. C'est vrai quand même qu'il a mentionné quelque chose. Parfois, il y a un abandon, on fuit, mais peut-être c'est souvent les enfants qui abandonnent les parents, mais quand c'est un enfant, n'est-ce pas, on essaie de lui donner tout l'amour possible que l'on puisse avoir. C'est vrai qu'il y a quand même quelques cas, mais c'est pas très important, quoi. Quand on a un enfant, hein, même les frères qui sont à côté, chacun, que ce soit l'aîné ou chacun, voudrait vraiment contribuer, participer, n'est-ce pas, au prompt rétablissement de son frère. Donc, en tant que Bantou, je me dis qu'on a toujours un côté affectif vis-à-vis du proche qui soit malade. Alors, il y a, puisqu'on a eu 2 cas sur le plateau ce soir, oui. Ce sont des cas que nous avons pris juste pour échantillon, en fonction des différentes maladies qui secouent les nouveau-nés depuis quelque temps au Cameroun. Et c'est vrai que ça peut peut-être faire plusieurs années. Zainabou, par exemple, qui a eu son premier enfant, Oui. c'est après des années qu'on a pu découvrir que cet enfant souffrait d'une maladie peut-être compliquée aussi, qui était régulièrement perfusée, j'allais dire qui avait un sang renouvelé, parce que c'est l'anémie sévère qui a rongé, qui a traumatisé cette famille également. Mais malheureusement, l'enfant n'a pas pu résister et est décédé. C'est une autre suite logique de ce qu'on a pu observer durant son témoignage et constater à travers ce dire que la prise en charge avait été très compliquée pour ceux qui devraient en principe lui dire de quoi il était véritablement question dès le départ. Bon, je pense que là, quand vous parlez de perfuser le sang, je pense que l'enfant subissait des transfusions sanguines multiples. Justement. Donc, l'enfant devrait avoir un cancer du sang. Je pense, sans que je ne me trompe. S'il fallait renouveler le sang tout le temps,
Je pense, et si l'enfant était constamment anémie, je pense, sans de me tromper, que l'enfant devrait avoir un cancer du sang. Et il faut un hématologue. Hein? Parce que quand déjà vous faites une première, deuxième, troisième, quatrième, il faut se poser une question. Pourquoi tant de transfusions? Pourquoi ça? C'est vrai qu'on peut aller même jusqu'à 10 poches de sang, mais pour un enfant né dans de bonnes conditions et qu'on transfuse De façon régulière. Bon, est-ce que c'est pas, comment on dit couramment, bref, ça me chauffe un peu, ça va revenir. Il faut voir pourquoi est-ce que cet enfant est en train d'être transfusé aussi régulièrement. Donc il faut essayer de faire un bilan normal. Et puis je pense que là, ce sont des choses, bon, je ne dirais pas quoi, mais c'est quand même classique. Quand on transfuse régulièrement, on doit chercher ça. Pourquoi est-ce qu'on transfuse normalement? Alors les parents sont allés à l'hôpital, plusieurs formations sanitaires pour chercher à comprendre, sans véritable solution. Je pose une question. En famille aussi, je veux dire au village. Comme bon, justement, quand on dit qu'ils sont allés dans plusieurs formations sanitaires, qu'est-ce qu'ils appellent formation sanitaire? Sont-ils allés chez le collaborateur d'à côté? Est-ce qu'ils sont allés vraiment dans un centre médical, entre guillemets, normal? On l'a écouté tout à l'heure, elle a parlé des hôpitaux qu'elle a parcourus. Elle est allée à l'hôpital La Quintini, l'hôpital du district de Nebel, et bien sûr à Bingo et autres, même dans la Damawa, je veux dire dans le nord, à Garoua, où la famille réside. Elle était allée passer du temps avec ses parents également. Donc ce sont des cas quand même que l'on observe à la suite de tout cela, même si ça n'a pas donné ce qu'elle attendait, c'est-à-dire la guérison. Oui. C'est une équation difficile. Il y a souvent les enfants drépanocytaires, hein, qu'on transfuse assez régulièrement. Donc il faut savoir, est-ce que cet enfant était drépanocytaire? Généralement, on nous fait comprendre que ce sont des enfants, n'est-ce pas, qui n'atteignent pas un certain âge assez avancé. C'est la raison pour laquelle je continue à dire que il faut savoir où est-ce qu'ils sont partis. Dans quelle fonction sanitaire sont-ils partis? C'est vrai qu'à un certain âge, il y a des pathologies où le diagnostic, n'est-ce pas, est sombre. Ça, faut le dire comme ça. Quand vous avez un cancer du sang, c'est souvent assez compliqué pour un enfant. Donc, mais on fait des examens et puis on décèle la pathologie. Oui. Alors, Armand Api, à travers le récit de la maman tout à l'heure, Zainabou, qui malheureusement a perdu son enfant, mais elle dit quand même que c'est difficile pour elle de pouvoir se remettre. Il y a elle, il y a son époux, c'est vrai que ce sont des débrouillards. Ils ont quand même réussi à garder le deuxième enfant puisque la première fille décède, alors qu'il y avait déjà un deuxième enfant, un second enfant. Aujourd'hui, il est difficile de pouvoir, pour elle, difficile de pouvoir concevoir à cause de ce traumatisme. Mais là, on parle de la mort d'un enfant, c'est-à-dire comment faire le deuil d'un enfant. Le deuil, d'abord, de l'enfant qu'on a vu souffrir pendant la maladie, qu'on a trimballé de gauche à droite, de formation sanitaire à formation sanitaire, de spécialiste en spécialiste, ça a dû laisser des séquelles sur le plan psychologique. Et derrière, la mort qui arrive, le décès qui arrive, et son impact aussi psychotraumatique sur les parents. Maintenant, ayant vécu cette première situation traumatique avec la maladie de l'enfant, on peut bien arriver à un moment où on vit ce qu'on appelle l'évitement. C'est-à-dire, je ne veux plus courir le risque de me mettre dans cette situation parce que je l'ai déjà vécu par le passé et elle n'était pas du tout plaisante.
beaucoup de parents qui ont des enfants ayant des problèmes de santé chronique se retrouvent dans cette situation d'évitement. Mais à côté de l'évitement, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Ça s'appelle par exemple des reviviscences. On a l'image de l'enfant qui revient, bien l'image de la période de maladie qui revient pendant le sommeil sous forme de cauchemar ou bien de rêve, etc. On a que parfois on reste et ces images arrivent sans nous demander même notre point de vue, de manière intrusive. Et lorsque ces images arrivent, elles sont gênantes parce qu'elles nous font revivre les émotions pénibles et difficiles qu'on a vécues quand on était dans la situation. On appelle ça une forme de trouble sur le plan neurovégétatif. Tout à l'heure, lorsqu'elle en parlait, par exemple, elle pleurait. Vous voyez, c'est des signes comme ça qui montrent que l'événement que la personne a vécu, a subi, a laissé un impact traumatique. Et ça peut bien faire que dans l'évitement, le parent se dit « je ne suis plus prêt à recommencer, je ne suis plus prêt à prendre ce risque ». Donc, elle évite toute situation qui peut l'amener à revivre ça. Et parlons toujours d'évitement. Il peut m'arriver un moment où le parent évite de penser ou bien de regarder des émissions où on parle des enfants, que le parent évite qu'on évoque la question de son enfant, bien de la maladie d'un enfant. Donc, toute situation qui peut le ramener dans ce qu'elle a vécu de traumatique, de pénible, est simplement contournée ou bien évitée. Voilà. Fabien, moi je voudrais poser une question au psychologue. Le fait d'avoir perdu un enfant ne peut-il pas animer l'intérêt d'en avoir un autre? Les réactions des parents face à des situations sont différentes. Tous les individus sont différents, chacun est unique. Donc, ce qui, pour le parent, peut constituer un facteur traumatique, peut être un facteur de motivation pour un autre. Donc, tous ne vont pas réagir exactement de la même manière. Voilà, donc ça peut arriver que, pour compenser l'enfant perdu, le parent recherche, sollicite d'avoir un enfant et d'autres enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, derrière également, il faut questionner ce qui est en train de se jouer sur le plan psychologique et émotionnel chez le parent. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui d'éviter de vivre la douleur ressentie pendant que elle le trimballait l'enfant de formation sanitaire à formation sanitaire, ou bien une façon pour elle de ne pas penser à l'enfant décédé, bien à l'enfant perdu. Donc, de toute façon, il faut toujours regarder l'impact traumatique que ça a pu laisser derrière. D'accord. Alors, on comprend bien qu'il y a un autre travail de fond à faire à ce niveau, c'est-à-dire accompagner ce couple-là à retrouver peut-être le fonctionnement normal, je veux dire. Oui, bien sûr. Chaque fois qu'on est face à une situation difficile, à un événement difficile, c'est vrai que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais ce qui est souvent proposé, c'est d'essayer d'intervenir tôt afin d'éviter d'arriver à des situations plus compliquées. Donc ça veut dire que rien n'empêche un parent qui a perdu un enfant de rencontrer un spécialiste de la santé mentale. Cela ne veut pas dire forcément que le parent est déjà affecté ou bien est déjà malade dû à cette situation. Ça veut simplement dire qu'on agit de manière préventive pour désamorcer, pourquoi pas, l'impact que cela peut avoir sur l'avenir. Laisser le parent dans cette situation, c'est favoriser un terrain pour des complications émotionnelles qui peuvent survenir dans l'avenir. D'accord. Alors, on va entrer dans la phase de proposition de solution pour le cas du petit Alain Ebodé, qui aujourd'hui a besoin de retrouver la santé, la guérison. Parce qu'on s'en tient à ce que sa mère dit dans le reportage, que l'enfant parle de l'école chaque fois. Il veut retourner à l'école. La maîtresse même l'a confirmé à travers ses dires. Y a-t-il une solution immédiate pour cet enfant? Ou alors à long terme? Dire qu'il y ait une solution immédiate,
pour ma part, c'est un peu risqué. Mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas un espoir, parce que face à un cancer, n'est-ce pas, il y a, j'espère, hein, après qu'on a eu à faire une ponction et autres pour poser le diagnostic. Donc là, maintenant, en phase de traitement, on peut passer, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie et même une chirurgie. Hein. Donc, je pense que il faudrait voir un cancérologue, n'est-ce pas, et également un chirurgien, traumatologue. Les deux doivent s'associer pour donner un avis, afin que ce dernier puisse avoir un. Mais, ma part, je pense que l'espoir est permis. L'espoir est permis. Je pense que déjà qu'on a eu à poser le diagnostic, chose qui a été compliquée et est fait, là maintenant, on peut de manière succincte passer à la phase de traitement. Comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'on essaie de voir un cancérologue pour une éventuelle chimiothérapie, radiothérapie, voire un chirurgien s'il faut faire une opération après chimio ayant localisé. Après qu'on ait détruit toutes ces cellules anormales, n'est-ce pas, pour extraire et maintenant voir ce qu'on peut faire par la suite. Donc je pense qu'on pourrait faire quelque chose encore pour le petit Mas. Oui. Alors, Armand Api, le papa qui a déjà rencontré des spécialistes en la matière, je veux dire ceux qui s'occupent justement de cette pathologie, mais il est parti de l'hôpital avec son fils, faute de moyens financiers. Parce que si on a parlé déjà de la séance de chimio qui a coûté, selon ses dires, 800 000, quelque chose comme ça, c'est dire que lui qui a déjà épuisé ses 4 millions de réserves qu'il avait pour construire sa maison et même des prêts, c'est une sorte d'asphyxie pour lui. Mais c'est vrai qu'on a évoqué ces questions de l'impact ou bien du coût financier des soins face à des pathologies comme celle-ci. Et puis, c'est évident, dans le témoignage du père, on a bien vu, on a bien compris comment la situation de son fils l'a presque ruiné, ou bien l'a même ruiné. Si on dit presque, c'est un peu, voilà, l'a ruiné. Mais je dis, c'est dans des situations comme celle-ci, il faut naturellement que les personnes qui ont la main sur le cœur, qui ont de l'humanisme en elles, ben, puissent se mobiliser, parce que sinon, les parents ne pourront plus tenir. Donc ça veut dire qu'ils vont être contraints de vivre ce multiple traumatisme, d'abord de la maladie de l'enfant, en plus de l'impact financier. Et puis, voilà, ce sera davantage compliqué. Mais parlons des soins. C'est vrai que ça nécessite beaucoup d'argent, mais il y a une manière d'organiser tout ça. Et c'est pour ça que ça prend autant d'argent. Le spécialiste en médecine et tout ça là, a évoqué ce qui pouvait effectivement être fait sur le plan biomédical et autres, mais sur le plan psychologique, parce que depuis on parle des parents, on ne parle pas de l'enfant lui-même et des conséquences de la maladie sur lui, il vit quelque chose d'extrêmement difficile qu'on appelle la douleur, qui lui est collée à la peau et avec laquelle il doit faire chaque minute depuis 4 ans. Donc, ça veut dire, il sait ce que c'est que la douleur. Il sait ce que ça lui a valu en termes de détresse. Et lui seul a la capacité de mesurer ce qu'il vit, parce que c'est une expérience individuelle. Donc, il serait bien dans tout ce qui est proposé, et aussi sur le plan psychologique, d'utiliser des stratégies et tout ça pour aider à contrôler et à gérer cette douleur chez l'enfant. C'est pour ça qu'on aura un enfant irritable,
on va dire, il est capricieux, il dérange. Mais c'est parce que la situation est difficile à porter pour lui. Et il exprime de la manière qu'il peut. Et à côté de la douleur, des nuits qu'il passe éveillé. Donc des problèmes de sommeil et autres. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail sur le plan biomédical, mais également un travail important sur le plan de la santé mentale chez cet enfant. D'accord. Oui. Oui, je vais ajouter quelque chose très rapidement. Moi, je pense que, comme je disais tantôt, c'est une maladie rare, n'est-ce pas? Bon, je ne voudrais pas trop aussi demander à l'État, mais parce que c'est une maladie rare, moi, je pense que ça pourrait également être un cas d'école. Hein? Un cas d'école pour que cet enfant puisse bénéficier des soins gratuits. Par exemple, parce que ici déjà au Cameroun, n'est-ce pas, nous avons des centres de chimio et radiothérapie. Donc, parce que c'est un cas, moi je vous ai dit, depuis tout mon cursus académique, voire professionnel, 20 ans déjà d'expérience, moi j'ai jamais eu à rencontrer ce genre de cas. Je pense qu'on pourrait, n'est-ce pas, faire en bénéficier aux jeunes confrères que voici, ce n'est pas de manière littéraire, mais de manière pratique, voici un tel cas. Et on peut faciliter, parce que là maintenant, là, s'il faille payer 800 000 déjà, je pense que c'est un cas où, n'est-ce pas, il y a la Fondation Chantal Biya ou je ne sais pas moi quoi, n'est-ce pas, on pourrait vraiment prendre cet enfant pour aider les autres jeunes confrères. Alors, deux cas présentés ce soir. Vous avez d'ailleurs écouté les témoignages des uns des autres. Pour parler du premier cas, il s'agit de celui d'Alain Boudé, cet enfant de 9 ans qui n'a pas demandé à tomber malade, mais qui souffre énormément et fait souffrir son entourage, les parents notamment. Il est difficile pour lui de pouvoir retrouver le sourire. Et comme on l'a dit, il connaît la douleur, il vit avec au quotidien. Donc, il a besoin de votre aide pour pouvoir sortir de cette situation. Et nous savons bien ce que vous savez faire également pour ces différents cas qui sont présentés chaque fois à Regard Social. Et en même temps, on a parlé de Zainabou et son époux. Il y a un couple qui aujourd'hui est presque en perdition parce que à la suite de toute la souffrance, ils ont fini par perdre leur enfant qui a été malade durant des années également. Et la suite est un peu difficile également pour cette famille qui a besoin d'une situation morale, psychologique bien réglée et peut-être aussi le quotidien à vivre également. Merci à vous d'être venus partager avec nos chers téléspectateurs. Nous vous invitons à suivre plusieurs autres cas qui sont déjà évoqués sur les antennes et même dans ce programme. Juste après, nous allons accueillir Irène Tembe. Après ce premier cas, il y en a plusieurs et je vous invite à rester. L'émission n'est pas encore achevée. La pitié, Valérie Tchessoa, toute impuissante, observe ses deux pieds. Chez les marabouts disaient que c'est un poison qu'on a posé et j'ai posé le pied sur ça. Qui vont travailler pour faire sortir ça. Ils ont aussi travaillé, ça n'a rien changé. Les pasteurs disaient que c'est une attaque spirituelle. Qui vont prier pour moi et ça va passer. Ils ont essayé, ça n'a rien changé. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël. La jeune dame qui fond telle une bougie mal entretenue n'a plus jamais connu des moments de joie. Orpheline de mère et avec un papa qui l'a abandonnée depuis sa tendre enfance, Valérie pense qu'avec cette souffrance, c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Quand le premier pied a commencé, ça a pris le deuxième pied. Je ne peux même pas marcher, je n'y peux rien. Les enfants me transportent seulement pour mettre par terre, pour faire mes besoins, me laver. Toute la nuit, j'ai la douleur, je ne dors pas, je pleure toute la nuit, nuit et jour, je pleure, nuit et jour, je pleure. Trop de douleur, trop de douleur. J'ai informé mon père depuis, il n'est jamais passé. Il ne dit rien. Ma mère n'est plus vivante. C'est mes petites soeurs qui sont avec moi ici. C'est eux qui souffrent sur moi depuis des années. Valérie Tchessoa n'est pas au bout de sa souffrance. À côté de ses pieds qui se décomposent, il y a environ 2 mois de cela, elle a été victime d'une hémiplégie.
c'est la paralysie d'une partie de son corps. Entre-temps, elle pleure, ça fait mal. De temps en temps, elle soulève, ça se soulève souvent seul. Le pied-ci se soulève souvent seul. Le pied-ci, ça ne réagit pas aussi. Même jusqu'à ce niveau, ça a gonflé. Vous voyez là, quand je masse ici, là, elle pleure jusqu'à elle peut mourir. Quand je masse là, elle pleure, elle crie. Le talon là, ça fait mal. Elle ne met pas ça au pied. Quand je veux la porter, il faut que je prenne la force pour la mener au sol. Des fois, je tombe même avec elle. Et il n'y a personne pour m'aider. Je suis dépassée. Moi, je suis sa petite soeur. C'est ma mère. Ma mère n'est plus là. Il n'y a qu'elle qui nous regarde. Il n'y a qu'elle seule qui nous regarde. Quand je suis en train de masser le pied là, elle pleure. Puis les voisins demandent que c'est quoi. Elle crie. La nuit, je ne dors pas. Il y a deux fois qu'elle me réveille, même je ne comprends pas. Elle pisse au lit. Même la main-ci est paralysée. Quand je tire en haut là, elle crie parce que ici au niveau de l'omoplate là, ça fait mal. Elle passe toute la nuit à pleurer. Regardez, c'est pourri. Il y a même des fois que j'arrive à nettoyer, il y a les asticots. Je ne sais pas ce que je peux faire. C'est comme ça que je joue, je vis avec elle nuit et jour. Des fois même, il n'y a même pas à manger. Les enfants pleurent. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, nous te le prions, purifie nos cœurs, Voilà donc, c'est un cas social qui a été présenté sur ces antennes et dans cette émission il y a à peu près une semaine. Qui a besoin d'aide, qui doit être prise en charge également immédiatement à la suite de ce que vous avez également observé comme pathologie qui ronge ses orteils, ses jambes. Ce sont les deux pieds qui sont donc touchés par cette maladie. Irène Tembe est avec nous. Bonsoir Irène. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Valérie qui a ses jambes qui pourrit en même temps. Vous voyez bien que la situation reste encore compliquée pour elle. Tout à fait, c'est une image insoutenable. Quand on regarde une jeune dame à la fleur de l'âge en train de pleurer ainsi. Mais avant d'entamer la lecture des contributions du cas de Valérie, nous allons d'abord faire une brèche sur le cas du petit Mas Eboudé qui est passé tout à l'heure. Nous allons faire un clin d'œil à tous les bienfaiteurs qui ont bien voulu contribuer, qui ont bien voulu répondre aux cris de cœur de ce papa qui était sur ce plateau. Et les différentes contributions sont les suivantes. Gemo Imele Linda, 1000 francs. Biké Kamwengel, 1000 francs. Crescence, 2000, Jocelyne Adouala, 1000 francs, Tamem Brissel, 2500, Gladys Touko Kameni, 2000 francs, Liliane Joël Tchekam Kamgia, 4000 francs, Josiane Tiwa Dunla, 3000 francs, Besseye Amassala, 5000 francs, Wandi Yumbi Sey Emi, 5000 francs, Fabrice Fozon Lonsi, 500 francs, Njomo Isaac, 1000 francs, Chor Pamen Femba, 1000 francs, Claude Dinzo de Yaoundé, 5000, Jocelyne Prudi Moumene Yambou, 2000, Josiane Carole Maché Kamga, 2500, Chaya Degu Sorine, 3000 francs, une chrétienne de Boya, 3000 francs, Etine Biquette, 500 francs, Madame Ayouk de Boya, 2500, Zepan Donald, 2000, Josiane Carole Mathieu Kamga, 2500, Micheline Fleur Matinga, 2000 francs, Christian Leba Denkok à Yaoundé, 1000 francs, Sexy Canavaro Lamour, 1000 francs, Madame Dormo de Yaoundé, 10 000, Famille Zoteux, 5 000, Rachel Fonko, 1000 francs, Bienfaiteur à Douala, 5 000, Simo Peme Francis, 5 000 francs, Kemou William Cédric, 3 000 francs, 2 Corinthiens 12, verset 9, 3 000 francs, Nathalie Tchedjo, 25 000 francs. Nous avons pour le cas du petit Mas Eboudé un montant de 113 000 francs CFA. Mas Eboudé qui a suscité, en tout cas entre autres, la réalisation de cette édition du Regard Social qui était sur ce plateau et qui a une jambe pratiquement détériorée à la suite de cette maladie qui le ronge. Donc, merci déjà pour ceux qui contribuent. Il en a davantage besoin pour sa prise en charge. Et on va dire merci à ces gens. Oui, on dira merci à tous ces chers bienfaiteurs qui ont bien voulu répondre aux cris
au cri de cœur de ce papa qui était présent sur ce plateau tout à l'heure. Et nous les faisons comprendre que les contributions continuent via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 675 35 25 16, le 690 50 50 94, et bien vouloir nous faire parvenir un message pour préciser votre nom, le numéro, le montant pour lequel vous contribuez et le nom du cas social pour lequel vous êtes en train de contribuer. Et à la suite de ceci, nous allons continuer avec les contributions de la dame Valérie, Louise Oléry Iol Congo Eno 3000 francs, Rani Laura Bimo 1500, Roger Douanla 3000 francs, Valentine Mélanie Chahane 4500, une dame 5000, Aouna Fengam 1500, Gervaise Linda Yonta 1000 francs, Kelvin Adbo Ayok 2000, Judith Ezege Akwe 1000 francs, Gisèle Nanfak 1000 francs, Kapsou Evelyne Kwakep 2000, Folemou Azenkin Philippe Techa 10 000 francs, Sandrine Stéphanie Maoufo 2000 francs, Tankou épouse Tizembo Robertine 1000 francs, Yannick Douglas 2000, Fabrice Bidja Koldien 1000 francs, Juliette Claire Kenye Nobosi 2000, Parito Mbambara Walter 2500, Francine Florette Chuinte 500 francs, Désiré Sobfonkwa 10 000 francs, Denise Nankam épouse Tanko 2 000 francs, Clarinette Doutse Chamba 5 000 francs, Mokodi Ebenezer 500 francs, la famille Tamokat 2500, Dieudonné Foyette 3000 francs, Bruno Dima 2000, Serge Bertrand Feudjo 15 000, Gabriel Emassi 1000 francs, Lauriane Melissa Ayepon 3000, Isaac Nango Ekoume 5 000, Hippolyte Moafomene 5 000 francs, Ndjichou Raoul 1000 francs, Rostan Valère Kalidia Yomi 3 000 francs, Jean-Claude Kenye 1000 francs, Didier Bertrand Finan Api 8 000 francs, Bienfaiteur 5 000 francs, Maman Isabelle 5 000 francs, un téléspectateur de regard social 3 000 francs, Madame Pombo Henriette 50 000, Marie Fassou 5 000, famille Longla et Foucault 5 000, Bienfaitrice 5 000, un grand-père Bouddha 3 000, une famille à Lorbaba 5 000, Maman Jeannette 1500, Cécile de Bertois 1000 francs, famille Guidmassia 5 000, Gande Kakwa 500, Bienfaitrice 3 000, Sali Baba Amenganga 500, une chrétienne de Bonabieri 5 000, La Main Généreuse 5 000, Kego Gisèle 5 000, Yvette 2 000, Ndom 1000 francs, Kemajou 5 000, Umatine for Al Balambo Cameroun HFA 2 000 francs, Tago épouse Sieptine Suzanne 5 000 francs, La Grâce de Dieu 5 000 francs, la famille Thiabo 5 000 francs, Solitaire 5 000 francs, Anonyme 2 000 francs, Prosper Mekoumou 2 000 francs, Étienne Dongo Mekoncho 5 000 francs, Divina Njimon Gemo 500 francs, Wilfried Fotzin 25 000, Bobda Christelle 10 000, Anonyme 1500, Babosa 5 000 francs, Bienfaiteur 8 000 francs, une chrétienne de Douala 9 300, Sandrine Lilissimo 1000 francs, Kenge Doumbé Christiane 2500, Olivier Kenko 1000 francs, Robinson Di 1000 francs, Dorian Aimé Guiowa 2000, Elisabeth Karine Massen 2500, Roger Lemeunier 2000, Yves Mathurin Zanguet 3000, Sarah Ngolé Epolé 2000 francs, Marie Chabgwe épouse Ngacha en Allemagne 19 678 francs, Madame Dormo Christine Abiemasi Yaoundé 5000 francs, Molangue Emile 5000 francs, Tendonmo Hippolyte depuis Limbe 5000 francs, Tassé Alvin de Penja 500 francs, Famille Feudjo 15 000, Dido 3000, Famille Sayon I devient 5 000, Marie-Madeleine Etouguébé 5 000, Baga Astrid Junior 6 000, Bienfaiteur de Yaoundé 10 000, Gao Suzanne 2 000, Francine de TZF 500, Tanko Denise 2 000, Kwakep Kapsou Evelyne 2 000, Bienfaiteur de Bafoussam 10 000, Samuel de Pumeleng à Yaoundé 370 francs, Papa comme à Bafoussam 2 000 francs, Judith Neng 2 000 francs, Ngé Kem Kem Solefac Jean-Luc 1000 francs.
Bienfaitrice, 800 francs. Odette Huiba, 4900. Huigo Abel Huissagnou, 5000 francs. Francine Nana, 2000. Stéphanie Machi Karine, 1500. Jonas Sango Foumi, 5000 francs. Bienfaitrice, 5000 francs. Sylvie Menon Kongassi, 1000 francs. Janvion Ona Fils, 1000 francs. Famille Annie Thérèse Mbou Mala, 1000 francs. Norben Difort, à Bakoko Douala, 10 000 francs. Anna Bilangokun, 5 000 francs. Massaha Tido, 1000 francs. Séverin Chofo, 1000 francs. Thérèse Nayab, épouse Kamlo, 1500. Marius Rodef Fokou Chofo, 3000. Elvis Gilbert Noubaï, 1000 francs. François Gingahe, 15 000. Judith Nen, épouse Youkap, 2 000. Etienne Comtuem, 3 500. Etienne Ebou Antoine, 600 francs. Lacho Mopi, 5 000 francs. Dormo Christine Abiemassi, 5 000 francs. Géraldine, consolatrice, Fonkou, épouse Junan, 5 000. Jean Guabongako, 5 000. Vanessa Pamela Chomchwa, 1500. Judith Com, 2000. François Ndormo, 5000. Sime Minette Love, 2400. Maman Yvette de Bepanda Etienne Vava, 2000 francs. Kamga Kumgam Valérie, 5000 francs. Yvonne Ebane Mutube, 10 000 francs. Sandrine Amke Pazeko, épouse Ndjouka, 2000 francs. Kakam Honoré, 2500. Moïse Saïb Geboum, 1000 francs. God Blessing, 5 000 francs. Famille Kouacho Abonamoussa dit 5 000 francs. Famille Koueche, 5 000 francs. Gaël depuis Yaoundé, 2500. Monsieur Tchafak Séverin de Yassa, 2500. Raoul Roussel Yanko Dios, 2500. David Guifandon Fak, 5 000 francs. Bienfaiteur, 1500. Patrice Yannick Foka, 2000. Gabriel Akange Difo, 500. Ernestine Diomessa Sobjo, 10 000 francs. Josiane Carole Maché Kamga, 2 000 francs. Paja Santerre de Ndorbon, 30 000. Une bienfaitrice de Douala, 2 000. Julienne Fameux de 3 000. David Nidembe, 2 000. Ayanga Azé Gideon, 5 000. Lucas Feudjo, 3 000. Evelyne Tepameli, 6 000. Clémentine Yakwa, 2 000. Madame Tamba Blanche, 10 000. Ma B de Tapa, 5 000. Konga Michel, 1500. Louis-Marie, 3 000. Pauline Yomwe, 1300. Raymond Bon, 500. Jean-Bernard Kenzo, 2 000. Benjamin Chouameni, 1000 francs. Blanche Gisèle Djungan, 10 000. Hélène Moifo, 1000 francs. Ngedi Eliane, 5 000 francs. Bienfaitrice de PK12, 10 000. Nanga Chogo Sandrine, 5 000. Christian Lebadencoq, 2 000. Issine Chefrom, 1000 francs. Effort personnel depuis Garoua, 1000 francs. Eman Gaël Tassé, 1500. Virginie Christiane Atangana, 2000. Lorraine Prête-Swap, 2500. Hervé Rim Annual, 1500. Fotso Kene Danielo Gozola, 1000 francs. Michel Konga, 1500. Bertha Fana, 1500. Nadège Gwentiloun, 1000 francs. David Dona Guimenfak, 5000. Djitapou Amidou, 3000. Samuel Njok Avon, 5000. Derek Foussik, 2000. Pierre Takwa, 2000. Félix, 2000. Maro Kienfong, épouse Ndja, 1600. Valérie Bertine Gegim Noumeden, 2000. Etienne William Mouara, 2000. Marie, 10 000. Yonkwa Rochambeau, 1500. Gaël Tahana, 5000 francs. Félix Nganana, 2000 francs. Liliane Joël Chekam, 10 000. Sandrine Frida Nanga Chogo, 5 000. Pauline Laure Siliebou, 4 000. Une chrétienne Ayoka, 2 000. Pamela de Yaoundé, 10 000. Mitterrand Dame de Kinos Télévision, 5 000 francs. Nous avons un montant de 890 000 francs CFA pour le cas de Dame Valérie. Valérie qui a donc des jambes qui pourrissent carrément, tout à fait. Qui a besoin d'aide en même temps pour être prise en charge. Et donc ce sont là quelques cas. Il y a ce cas et bien d'autres cas également évoqués sur ces antennes. 890 000 francs CFA. Voilà, ça c'est pour Valérie. Et nous souhaitons davantage voir cette cagnotte augmenter, puisque ce sont les âmes de bonne volonté qui contribuent pour la prise en charge de ces différents cas. Il y a par la suite le cas de Augustine, qui souffre du cancer de la poitrine. C'est un autre cas également qui est déjà
en situation de prise en charge aussi. Tout à fait. Le cas d'Augustine est actuellement en situation de prise en charge dans un hôpital de la place. Et dernièrement, face à son cri de cœur sur ce plateau la semaine dernière, vous avez répondu présent. Nous vous disons déjà, chers bienfaiteurs et âmes de bonne volonté, merci. Les différentes contributions à la suite de ce cri de cœur sont les suivantes. La jeunesse chrétienne baptiste du Cameroun, 5 000 francs. Fosine Takumbo Tamla, 1 000 francs. Nicodème Amanzou, 2 000. Aurélien Yaningameni Tchaheha, 2 000 francs. Jundom Toukam, bienfaiteur Emana, 5 000 francs. Kedze Stanley Tega, 1 000 francs. Ousmane Fadila, 1 500. Samuel Joseph Diogo de Douala, 500 francs. Sylvine Dormo, 1 000 francs. Augustin Wafo Longdom, 500 francs. Laetitia Nikes, 2 000. Mireille Quinja, 2 000. Jean-Marie Fongan, 2 500. Madjouka Falon, 500. Jules Djele Twigep, 5 000. Absou Sadik, 1 000 francs. Un bienfaiteur de la cité sikh de Douala, 10 000 francs. Chloré UBC Guider, 2 000 francs. Chameni épouse Ndjomo Odile Georgette, 5 000 francs. Lucas Dimano, 1 000 francs. Ranis Kenemeli, 2 000. Roma Sina, 10 000 francs. Sandre Edeb Zouacha, 500 francs. La famille Fokam depuis Bafoussam, 4 000 francs. Willy Chombo, 2 000 francs. Yemgem Nassis, 2 000. Jean-Rodrigue Noudjake Madjo, 5 000. Staline Sohana Chino, 2 500. Geneviève Ngana, 2 000. Focus Steve Derek, 500. Christian Lebo Sokamte, 2 000. Gladys Kapawa Kamgia, 5 000. Nadine Estelle Gounou Bodias, épouse Tuéné, 2 000. Clarinette Nietzsche Wipane, 1 000 francs. Prudence Nyabenyanou, 2 500. Armand Carlos Kenjo, 500. Edwin Ba Agnan, 600. Annie Magan Fokou, 1 000 francs. Apollinaire Fankam, 2 000 francs. Jean-Claude Kenyé, 1 000 francs. Nadine Violette Akana, 500. Peter Nebache, 2 500. Sama Angout Foundation, 10 000. Julius Tanyutawe, 2 000. Chouabou Siaga Edwige Edgar, 2 000. Stella Ate, 1 500. Philippe Kemo Choupé, 5 000 francs. Djoukoum Richard, 1 000 francs. Adbon Marie-Viviane Bessem, 5 000. Carole Noël Meguetaba, 5 000. Naou Dimitri Steve, 5 000. Eric Yonke, 10 000. Clarisse Kenzangounier, 2 000. Mathias Kenye Lenou, 1 000 francs. Mireille Moshe Fotso, 5 000. Roméo Brice Lonchi Dimeli, 2 500. Adeline Siening Ganlin, 1 000 francs. Anonyme Lambda, 2 000. Grande-mère Dadiel Esther depuis Balmayo, 10 000. Kamse Dimitri, 5 000. Famille Longlan et Fokou, 5 000. Une famille à leur baba, 5 000. Bienfaitrice, 5 000 francs. Nous avons pour le cas d'Augustine un montant de 910 000 francs CFA. Il est à noter que cette semaine, nous avons effectué des dépenses qui s'élèvent à 600 francs CFA. Actuellement, 600 000 francs CFA, pardon. Et actuellement, nous avons dans le compte un montant de 310 000 francs CFA. Nous disons déjà merci à tous ces chers bienfaiteurs. Et elle continue toujours à prendre des soins. Elle en a besoin davantage. Nous vous prions donc de mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 675 35 25 16, le 690 50 50 94, et bien vouloir préciser votre nom, le cas pour lequel vous êtes en train de contribuer, ainsi que le montant pour lequel vous avez contribué. Très bien. Alors, c'est un cas social comme bien d'autres aussi qui sont également présentés et qui sont même déjà passés sur ce plateau. Et dans cette émission, on va poursuivre avec le cas de Patrick, qui est donc un jeune Camerounais venu de la République centrafricaine qui avait été brutalisé, traumatisé par des sans-foi ni loi de ce côté. Et il est revenu au pays natal et dans un état très critique d'ailleurs. Aujourd'hui, après sa prise en charge, il se remet petit à petit, mais il a davantage besoin d'être recyclé pour avoir une démarche normale. Donc c'est à ce niveau que se trouve sa situation en ce moment. Tout à fait. Depuis le passage de Patrick sur ce plateau le 7 février, vous avez répondu au cri de cœur de cette maman sur ce plateau. Vous avez contribué et nous avons entamé une première partie de sa prise en charge. Malheureusement, nous avons eu des fonds
nous avons eu un déficit au niveau des fonds et vous avez toujours répondu face au cri de cœur qui a été lancé sur ce plateau. Et les différentes contributions sont les suivantes. Bienfaitrice 5 000 francs, Matthieu 11 verset 28 5 000 francs, Famille à Tangana 1 000 francs, Un chrétien de Madagascar 1 000 francs, Groupe caritatif Les 13e apôtres 25 000 francs, Kitcho 7 500, Libéré Claire Fontaine à Bafoussam 5 000 francs, Une chrétienne du rond-point 2 000, Une chrétienne 2 000, Cédric Men 2 000, Madame Tanier Sandrine 2 000, Divine Chanel Emana Yaoundé 1 500, Eric Tinda 10 000, Brice Laure 10 000, Une bienfaitrice de Yaoundé 3 500, Bienfaitrice 1 900, Madame Camdon Madeleine 10 000 francs, Une dame à Bafan 10 000, Une chrétienne bienfaitrice 3 000, Famille Gadjo 5 000, une de ses mamans, 5 000. Une maman en Gaoundéré au nom de Oumam, 3 000 francs. La famille Ngingom de Tchang, 2 000 francs. Lycée technique de Fumban, terminal industriel, 7 000 francs. Bienfaiteur de Koto Village, 5 000 francs. Un chrétien de Lorbaba, 2 000. Belle Ngougo, 1 000 francs. Une dame apostolique Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 2 000 francs. Famille Ebona 2, 1500. Madame Wondje et Dingele, 25 000 francs. Une parolien, 5 000 francs. Monsieur Piment, 5 000 francs. Association des jeunes amis solidaires de Bonadioto Adjas, 5 000 francs. Yvonne Amada, 2 000. Bienfaitrice de Douala, 5 000. Ewundo Egama Adrien, 10 000. Une inconnue de Bonté, 2 000. Madame Akona Nadine, 5 000. Madame Dassi Akekem, 5 000. Tala Sorel, 1500. Une famille Carrefour du Banquier, 5 000 francs. Zabdi Adel, 2 000. Princesse de Christ, 2 000. Bienfaitrice inconnue, 5 000. Famille Le Groupe Emmanuel, 10 000. Yaoundé Emana Dorcas, 5 000. Madame Doumbé Dobor, 5 000. Maman Madeleine, 5 000. Une bienfaitrice à Balmayo, 2 000. Luciano Mundi, 30 000. Chichamo, 1 000 francs. Une chrétienne de Puchan, 1 000 francs. Famille Tekem Abepanda, 2 000. Famille Zengan de Yaoundé, 20 000. La famille Chalo à Bangwa Kamna, 5 000 francs. Dans le Ndé, Nathan Banta, 1 500. Et Foubarita Sableur à Banjok, 10 000 francs. Dorothy Gangue, 10 000 francs. Monsieur Waba, 1 000 francs. Fomenkon Olivia, 2 000. Famille Chembok, 1 500. Roberto Melingoda, 15 000. Soulemanou, 1 500. Chafak, 2 000 francs. Une dame des Mana, 10 000 francs. Monsieur et Madame Guachi, 15 000 francs. Bienfaiteur, 2 000. Roselyne de Baranté, 1 000 francs. Blaise, 2 500. Famille Demanou à Ebolova, 2 500. Famille Tafoueken, 4 000 francs. Ulrich Tameyi, 2 500. David Poadjo, 4 000. Une chrétienne de Yaoundé, 5 000. Adama Brigitte de Gougouré, 2 000. Suzanne Flora Ngassa, 1 000 francs. Suzanne Kouechou, épouse Kemo, 5 000. Elisabeth Djoukou, 1 000 francs. Alain Sepis Wamba, 1 600. Ponvou Simone, 3 000. Zesene, 10 000. Ghislaine Thio, 500. Tchafi Numbisi, 1 500. Famille Fautué, 10 000. Atangana, 1 000 francs. Irène Jasmine Moto, 2 500. Jean-Blaise Yumbi Mangwa, 2 000 francs. Makouze Kemazet Bénédicte, 3 000 francs. Kamno, 1 500. Dema, 500. David Tonlo, 1 000 francs. Abbé Edouard Gong, prêtre Mokolo à l'extrême nord, 10 000 francs. Marius Rodolphe Foucault, 1 500. Madame Choupa, 3 000. Magouan Gangen Kamgem, DG de APS Cameroun Security, 5 000 francs. Gouchan Olivier, 1 000 francs. Monsieur Oum, 2 000. Famille Yomi, 150 000. Goudjo Jérôme Abetois, 5 000 francs. Famille Bienfaitrice de Kribi, 50 000 francs. Effort de Carême, 100 000 francs. Fokana Diogoum Pascal Blaise, 25 000 francs. Rina Estelle Djouban Badje, épouse Ndjoukwe, 5 000 francs. Judith Chamba Bankwe, 2 000 francs. Gongan Chiou Thierry, 3 000. Bienfaitrice de Damas, 1 500. Lucienne Zindi Evina Dakonolinga, 10 000 francs. Une maman à Tamtam Yaoundé, 2 500. Tela Clovis, 2 500. Et Maranda Dikoun, 5 000. Noah Chanceline, 10 000. Conseiller d'orientation du lycée technique, 10 000. Chami Imi Maïlis, 1 000 francs. Famille Choumi, 5 000. Papa Dieu Chou Séraphin du Gabon, 10 000. Madame Bona Fotso, 5 000. Goufo de Limbe, 10 000. Marcel Latte, 5 000. Madame Solange, 5 000 francs. Une chrétienne de Bonapriso, 10 000 francs.
Pour le compte du jeune Patrick, la première contribution s'est élevée au montant de 930 100 francs CFA. La deuxième contribution face au cri de cœur sur ce plateau s'est élevée à un montant de 570 500 francs CFA. Nous avons au total un montant de 1 500 600 francs CFA. Les 1 500 600 francs CFA ont été dépensés. Actuellement, le cas de Patrick en caisse s'élève à 0 francs CFA. Il a déjà subi une opération et il a besoin davantage de vous pour pouvoir continuer sa rééducation, continuer les examens et tout, afin d'être sur pied. Donc nous vous prions, chers bienfaiteurs, de mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 675 35 25 16, le 690 50 50 94, et bien vouloir préciser par message le cas pour lequel vous êtes en train de contribuer, le nom pour lequel vous souhaitez que nous puissions rendre compte à l'antenne et le montant que vous avez contribué. Encore merci. Merci également à vous, Irène Tembe. Merci également à nos chers téléspectateurs et surtout ceux qui contribuent pour ces différents cas. Patrick est en phase de rééducation et il a besoin d'un peu d'énergie financière pour pouvoir atteindre son objectif, c'est-à-dire retrouver la santé et pouvoir vaquer librement à ses occupations. Peut-être pourquoi pas retourner à l'école parce que c'est un élève, c'est un jeune garçon qui a besoin d'aller plus loin avec les études aussi. Merci, je vous souhaite déjà de passer une très bonne soirée. Très bonne soirée également à vous. Vous avez une précision? Juste pour préciser à nos chers bienfaiteurs de bien vouloir par message préciser votre nom, le cas pour lequel vous êtes en train de contribuer et le montant pour lequel vous êtes le montant que vous avez contribué. Merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette édition de Regard Social qui s'achève. Georges Mitterrand-Dam, Eric Ouattat, Cédric Nana, Cédric Chouna, Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social, Emmanuel Ouapi également qui est là. On va dire merci à Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social. Madame, Monsieur, je suis Flavien Dongo. Bonsoir à tous.